Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette édition. Le président chinois et secrétaire général du Parti communiste chinois Xi Jinping rencontre l'envoyé spécial de son homologue vietnamien à Beijing. La Chine soutiendra la résolution prochaine du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à renforcer les sanctions à l'égard de la RPDC. Cessez-le-feu fragile en Syrie alors que les parties impliquées s'accusent mutuellement de violer l'accord. Le gouvernement chinois tient une conférence de presse sur la situation de l'emploi et de la sécurité sociale dans les zones urbaines du pays. Et nous reviendrons sur la consécration tant attendue de Leonardo DiCaprio lors de la cérémonie 2016 des Oscars du cinéma. À la une de cette édition, le président chinois et secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a rencontré l'envoyé spécial de son homologue vietnamien à Beijing. Dans une lettre, le dirigeant vietnamien Nguyen Phu Trong a déclaré que développer des relations saines, stables et mutuellement bénéfiques était conforme aux intérêts fondamentaux et à long terme des deux peuples. Il a ajouté que les deux parties devraient promouvoir la coopération économique et commerciale et maintenir ensemble la paix et la stabilité. Par ailleurs, Xi Jinping a souligné le fait que les deux pays avaient un futur commun et que la Chine souhaitait renforcer sa confiance politique, promouvoir la coopération pragmatique et gérer de manière appropriée leurs différends. Le gouvernement chinois a annoncé qu'il soutiendrait la prochaine résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui imposera de plus fortes sanctions à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée. Cette annonce a été faite par le représentant spécial de la Chine pour les affaires de la péninsule coréenne, Woo Da-wei, après une réunion avec son homologue sud-coréen, Won Jung-kook, à Séoul. Woo Da-wei a déclaré que les deux parties soutiendraient ensemble la paix et la stabilité en péninsule coréenne. Wang a déclaré que les deux pays s'étaient mis d'accord sur le fait que la RPDC devait modifier son attitude. La Chine et la Corée du Sud ont décidé toutes deux de soutenir la nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les tests nucléaires et les lancements de satellites de la RPDC qui sera adoptée par le Conseil de sécurité. La Corée du Sud et la Chine se sont mises toutes deux d'accord sur le fait qu'en exécutant à grande échelle la résolution du Conseil de sécurité avec la communauté internationale, cela fera pleinement réaliser la RPDC qu'elle ne peut pas échapper aux lois internationales concernant le développement de son programme nucléaire. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que la pensée et le comportement de la partie nord doivent changer au niveau qualitatif. L'envoyé de la Chine sur le nucléaire, Woo Da-wei, a également exprimé son opposition au possible déploiement d'un système américain de défense antimissile à Séoul, en Corée du Sud. Woo Da-wei a transmis sa position solennelle sur le déploiement potentiel des batteries de missiles antibalistiques THAAD. Mais Séoul a expliqué que sa décision était une mesure d'autodéfense contre le programme nucléaire et de missiles balistiques de la RPDC. Les États-Unis ont également fait savoir qu'ils restaient persuadés que le déploiement de ces batteries était nécessaire, ajoutant qu'ils demeureraient engagés à utiliser toute la gamme de leur capacité de défense pour sauvegarder la Corée du Sud. Le cessez-le-feu en Syrie est remis en question par les nombreuses parties au conflit et chacun accuse les autres de violer l'accord. C'est pourtant le deuxième jour de trêve. Reportage. Les groupes terroristes ont effectué des dizaines de tirs de mortier dans la zone rurale qui entoure la côte à Latakié, selon l'agence de presse officielle dimanche. Elle ajoute que des bombardements ont eu lieu près de la frontière turque où les combattants d'Al-Nosra sont actifs. Mais les groupes d'opposition syrienne de Latakié disent le contraire, que le front n'a aucune présence dans la zone. Le groupe dit en revanche que les forces gouvernementales ont lancé des roquettes. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, l'opposition parle de violation continuelle du cessez-le-feu par le gouvernement et ses alliés afin de saccager les efforts internationaux et mener à l'effondrement le processus de paix soutenu par l'ONU.
La Russie déclare dimanche que le cessez-le-feu a été violé 9 fois ces 24 dernières heures, parlant plus particulièrement d'une attaque sur la ville de Tal Abyad, à la frontière turque. La version turque de l'histoire est que l'organisation État islamique a attaqué et capturé la plupart de la ville de Tal Abyad à la frontière avec la Turquie dimanche, provoquant des représailles de la part de l'aviation américaine. Un allié de l'opposition syrienne, l'Arabie saoudite, pointe du doigt quant à elle la Russie et le gouvernement syrien. Il y a eu des violations de la trêve par l'aviation russe et le régime. Et nous discutons actuellement de ce sujet avec les pays du groupe de soutien international à la Syrie. Et je pense que cet engagement envers le cessez-le-feu sera un important indicateur du sérieux du régime syrien. Il ajoute qu'il s'agirait d'appliquer alors un plan B au cas où le président syrien Bachar al-Assad et ses alliés n'étaient pas sincères à propos de la trêve. Il s'est toutefois refusé à donner plus de détails. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain John Kerry se sont entretenus par téléphone en vue de renforcer la coopération concernant le plan de cessez-le-feu en Syrie. La conversation est initiée par la partie russe. Un cessez-le-feu couvrant une partie de la Syrie en est à son 3e jour depuis lundi, bien qu'il demeure fragile au milieu d'allégations de violations chez les différentes parties impliquées. Au cours des 2 derniers jours, le cessez-le-feu a été largement respecté. Dans le même temps, les forces du gouvernement syrien ont repris le contrôle d'une route utilisée par l'armée pour accéder à la province d'Alep, après des avancées réalisées contre les combattants du groupe État islamique. Et les combats se poursuivent dans la zone. La chancelière allemande Angela Merkel a défendu sa politique laissant la porte ouverte aux migrants. Elle a refusé de fixer une limite au nombre de réfugiés que son pays accueille. Cette déclaration survient peu avant un sommet européen sur les migrations. On constate cependant un fort désaccord dans les rangs allemands et la coalition gouvernementale. Des politiciens issus de l'Union chrétienne sociale en Bavière souhaitent en effet limiter le nombre de migrants. Avec les températures en hausse, davantage de réfugiés devraient prendre le chemin de l'Europe au cours des prochains mois. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui est au premier plan de ceux qui refusent l'arrivée de réfugiés en Europe, a vivement critiqué l'Union européenne pour sa réticence à arrêter le flux migratoire. En Suisse, les électeurs ont rejeté le projet controversé qui prévoyait l'expulsion automatique des étrangers coupables de délits mineurs. Cette proposition avait été initiée par l'Union démocratique du Centre, parti d'extrême droite qui souhaitait rendre la Confédération plus sûre. Zurich jouit certes d'une image de tranquillité, mais dans tout le pays, on a récemment constaté un sentiment de malaise autour des bureaux de vote. L'enjeu, une proposition de loi permettant l'expulsion automatique sans aucune possibilité de procédure d'appel de tout étranger ayant commis 2 délits mineurs. D'ailleurs, la campagne d'affichage choisie par l'Union démocratique du Centre présente un mouton blanc donnant un coup à un mouton noir, l'expulsant ainsi hors des frontières. Un choix pictural ayant entraîné un flot de critiques pour son caractère raciste. Le projet correspond à une extension de la loi signée en 2011, un texte qui prend pour cible les étrangers coupables de graves infractions. Mais pour certains électeurs, cette nouvelle Cette fois, elle ne s'attaque pas seulement aux vrais criminels, elle cible tous ceux qui n'ont pas de passeport suisse pour qu'ils partent, et c'est toute la différence. Et cette fois, je crains que certains ne comprennent pas cette différence. C'est un ajout qui, à mon avis, n'est pas nécessaire et qui est dommageable à notre pays, à la population, à sa réputation, et ce n'est pas une solution appropriée. Elle n'améliorera pas la sécurité. C'est une mauvaise solution. Pour les opposants, le texte met en place un système judiciaire à 2 vitesses, injuste pour les étrangers qui représentent jusqu'à 25% de la population de la Confédération helvétique. Alors que les membres de l'Union démocratique du Centre se réunissaient à Einsiedeln, à 50 minutes en train de la capitale Zurich, il apparaissait évident que la proposition serait rejetée. Cependant, l'extrême droite et suisse estime que le débat est maintenant ouvert.
Depuis 2000, la question de la criminalité étrangère est soulevée. La quantité de crimes commis par des étrangers augmente énormément et ce qu'il y a de positif aujourd'hui, il semble y avoir un consensus, même avec nos opposants, sur le fait qu'il nous faut des procédures plus strictes face aux criminels étrangers. D'autres partis politiques considèrent le rejet de la loi comme une preuve de bon sens. Oui, nous sommes soulagés parce que d'abord la victoire est très large, très nette, et puis elle est aussi le signal d'une certaine maturité. Le peuple suisse, très massivement, a décidé de privilégier l'état de droit, le recours à un juge lorsqu'il y avait des décisions aussi graves. Ici, en Suisse, ils sont nombreux à être soulagés que cette proposition ne puisse pas devenir une loi, alors que plusieurs milliers de migrants et de réfugiés se dirigent chaque jour vers l'Europe. Ce référendum soulève à nouveau la question de l'intégration et de l'assimilation des étrangers, une question à laquelle l'Europe tente tant bien que mal de répondre. La Cour populaire suprême chinoise a condamné le meurtre récent d'une juge à Beijing et a dit qu'il y aurait une surveillance spéciale sur la protection du personnel judiciaire cette année. Cela viendra aux côtés d'autres mesures dans le cadre de la réforme de la justice du pays qui a été présentée dans un livre blanc tout neuf. Une juge de 38 ans a été assassinée vendredi dernier à Beijing. La Cour populaire suprême a présenté ses condoléances et 3 avocats portaient délicatement une cravate bleue lors d'une conférence de presse. Le soir du 26 février, la juge Ma Tsai-yun du tribunal Huelongguan de l'arrondissement de Chongqing à Beijing a été assassinée. Parmi son mari et 2 autres personnes, on relève un mort et 2 blessés. Nous sommes stupéfaits de la gravité de ce méfait. Nous offrons nos condoléances pour sa mort dans l'exercice de sa fonction. Nous condamnons solennellement et réprouvons le crime d'assassiner un juge. La Cour dit qu'il y aura cette année une instruction spéciale pour protéger le personnel judiciaire et leurs familles contre les attaques violentes, les menaces et la calomnie. Cela sera introduit aux côtés d'autres mesures dans le cadre de la réforme de la justice du pays en cours. De mai dernier à décembre, 9,9 millions d'affaires ont été enregistrées devant les tribunaux, ce qui représente une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. La Cour dit que le nombre croissant d'affaires requiert une réforme du système de procès, basée sur les pistes. Par exemple, nous pouvons établir un système pour éliminer les preuves illégales, pour conclure là où il y a eu faute lors de procès iniques, mensongers ou mauvais. Nous visons à traiter rapidement les affaires simples et délicatement celles qui sont difficiles. Cette année, les réformes se concentreront également sur l'expansion des circuits de tribunaux et de tribunaux transversaux aux divisions administratives, ce qui rendra les procès plus pratiques pour le public et garantira la mise en œuvre des plans. La Chine entreprend une réforme judiciaire de 5 ans. Un livre blanc a été publié pour présenter ces progrès qui comprennent le renforcement de la protection judiciaire des droits de l'homme, la promotion de la transparence judiciaire et la démocratie. En 2015, les nouveaux emplois urbains en Chine se sont stabilisés à 13 millions, soit une légère baisse de 0,8% par rapport à la même période de l'année précédente, selon le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Lors d'une conférence de presse ce matin, le ministre Yin Wenmin a déclaré que le taux de chômage urbain se situe un peu au-dessus des 4% et reste stable. Il a ajouté que cela s'était fait en même temps que la réforme économique structurelle de la Chine et que la valeur de l'industrie du service a dépassé les 50% pour la première fois l'année dernière. Mais les défis de 2016 sont les suivants. Une surcapacité dans certaines industries, un ralentissement économique et davantage de diplômés posant problème à l'emploi de cette année. Yin parle également du système des retraites, disant que du progrès a été réalisé, mais que la Chine avait encore besoin de réformes. Le système chinois des retraites couvre à présent 850 millions de personnes, sans compter les étudiants et les très jeunes enfants. Près d'1 milliard de personnes devraient être couvertes par ce système, ce qui signifie que notre couverture est de 85%. Il s'agit de la plus grande pension au monde. Et le système des retraites pour les employés a été ajusté pendant 11 ans consécutifs, passant de 700 yuan en 2005 à près de 2200 yuan l'an dernier. Le plus grand défi pour le système des retraites de la Chine est sa population en vieillissement. Avant, près de 3,3 employés soutenaient un retraité. Aujourd'hui, c'est 2,9 personnes qui en soutiennent un. La Chine pousse à présent les réformes afin de résoudre ce problème. Le gouvernement chinois vient d'autoriser 144 heures de transit aux passagers internationaux de passage en Chine.
Le lundi 29 février marque la fin du premier mois qui a vu la mise en place de cette nouvelle mesure. Voyons ensemble comment celle-ci est perçue par les visiteurs étrangers et quelles sont les facilités dont ils bénéficient grâce à cette disposition. La récente mesure permet à certains visiteurs non détenteurs de visa de rester jusqu'à 6 jours dans le delta du Yangtze, une zone économique chinoise. Peter est arrivé pour un entretien d'embauche avec la compagnie aérienne China Eastern Airlines. Grâce au rappel de son employeur potentiel, il sait qu'un visa n'est plus un obstacle qui pourrait l'empêcher de décrocher un emploi. Je n'ai pas eu le temps de demander un visa durant le Nouvel An chinois. Ils m'ont donc dit que je pouvais obtenir un visa de transit. Cela m'a évité 2 jours de voyage aller-retour à l'ambassade pour un visa. C'est donc un gain de temps important. Je l'ai dit à d'autres collègues qui postulaient aussi ici. C'est tellement facile d'utiliser le visa de cette façon. Depuis le 30 janvier, date de sa mise en application, plus de 2000 visiteurs ont bénéficié de cette mesure. Avec les vacances du Nouvel An chinois, seuls 40 à 50 étrangers ont quotidiennement fait une demande de visa de transit de 144 heures. Ce nombre se situait entre 70 et 80 après la fin des vacances. Nous nous attendons à voir davantage de visiteurs en transit car les étrangers qui ont connaissance de cette mesure sont plus nombreux. Les visiteurs de 51 pays et régions peuvent profiter de cet aménagement. Parmi ces derniers, on peut citer les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, l'Australie, la France ou encore le Japon. Les citoyens des pays et régions autorisés peuvent transiter par plusieurs points d'accès de Chine, dont voici une liste non exhaustive. Les visiteurs doivent entrer et quitter la partie continentale de Chine par un de ces points d'entrée et de sortie. Ils doivent rester moins de 144 heures dans la région du delta du Yangtze, qui comprend Shanghai, les provinces du Zhejiang et du Jiangsu. Une fois, nous avons reçu une demande dans laquelle un logement était prévu dans la province du Guangdong. Nous avons dû refuser cette demande et demander aux visiteurs de modifier son itinéraire avant son entrée sur la partie continentale de Chine. À leur arrivée, les passagers qui souhaitent obtenir un visa de transit gratuit valable 6 jours doivent présenter leurs documents de voyage internationaux, leur ticket de voyage ainsi que leur itinéraire écrit. La procédure est la même que pour l'obtention du précédent visa de transit. La prolongation de la durée du visa et l'élargissement des critères d'obtention du document visent à permettre l'arrivée de davantage de touristes, mais aussi à faciliter une coopération commerciale et intellectuelle. Le tant attendu parc Disneyland de Shanghai va ouvrir sa billetterie d'ici la fin du mois de mars. Les ventes devraient être spectaculaires. Le secteur du tourisme connaît en effet une rapide progression. Disneyland Shanghai va finalement ouvrir ses portes à la fin juin après 5 ans de préparatifs. Les tickets vont commencer à être vendus le 28 mars à 499 yuan pour le jour d'ouverture. Beaucoup des attractions de Disneyland Shanghai ont été faites sur mesure avec des thèmes chinois. Je pense que l'industrie chinoise du tourisme a évolué de façon saine ces dernières années et la période d'ouverture coïncide avec la tendance du marché touristique chinois. Nous avons également signalé que le marché du parc à thème chinois connaît une croissance rapide et nous sommes ravis de contribuer à cette croissance de l'industrie du tourisme chinois. L'investissement total dans Disneyland était de 5,5 milliards de dollars. Et ce fut juste le début du secteur touristique chinois. La Chine possède actuellement 14 parcs à thème et le nombre devrait atteindre les 60 d'ici 2020 avec un investissement total de 24 milliards de dollars. Par exemple, les studios Universal vont entamer leur construction à Beijing et aussi le parc Safari Shimlong de Guangzhou. Tout cela attire des milliards d'investissements. Tous ces investissements arrivent lors d'une tendance à l'expansion de l'industrie touristique de Chine. Les chiffres montrent que l'année dernière, le revenu du tourisme en Chine a dépassé les 4 000 milliards de yuan. Et cela compte pour plus de 10% de l'économie du pays. La liste des grands gagnants a été publiée. Leonardo DiCaprio repart enfin avec l'Oscar du meilleur acteur, avec cette 5e nomination. Spotlight remporte celui du meilleur film et Mad Max repart avec 5 statuettes. Retour en images sur cette formidable soirée. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Il y a eu des déceptions et des surprises, mais la récompense de Leonardo DiCaprio pour le titre de meilleur acteur n'était pas l'une d'entre elles. Son portrait de Hugh un Russe ravi de revanche après la mort de son fils, a été salué, pas uniquement pour son jeu d'acteur,
et pour son endurance. Malgré les difficiles conditions de tournage pour DiCaprio, il n'a pas hésité à parler de la protection de l'environnement. The Revenant s'adresse à la relation entre un homme et l'environnement. Le changement climatique est réel. Cela se déroule maintenant. Nous devons cesser de nous atermoyer. Pour les enfants de nos enfants, ne prenons pas cette planète pour acquise. Et je ne considère pas ce soir comme acquis non plus. Alejandro G. Inarritu. Et Alejandro González Iñárritu a marqué l'histoire en décrochant le prix du meilleur film pour The Revenant. Et après le succès de Birdman l'année passée, il est le premier Mexicain à remporter 2 Oscars du meilleur film d'affilée. Mad Max Fury Road a remporté les premières catégories avec 7 Oscars pour meilleur design de la production, meilleur montage et meilleure bande-son. And the Oscar goes to Spotlight. Mais Spotlight, un portrait virulent sur une enquête du Boston Globe sur des abus sexuels dans une église catholique, a remporté un Oscar surprise du meilleur film. Le film a remporté une série d'honneurs sur la voie des Oscars, battant non seulement The Revenant et Mad Max, mais aussi The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, The Martian et Room. Ce film donne la parole aux survivants et cet Oscar amplifie ses propos. Et nous espérons que cela deviendra un chœur qui résonnera jusqu'au Vatican. And the Oscar goes to Brie Larson. Dans le même temps, Brie Larson a remporté son premier Oscar, celui de la meilleure actrice pour son rôle dans Room. Le meilleur second rôle est revenu à Alicia Vikander pour The Danish Girl et celui du meilleur acteur masculin à Mark Rylance pour son interprétation dans Bridge of Spies. Le chanteur-compositeur britannique Sam Smith a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Writings on the Wall dans le film Spectre. Parmi les autres gagnants, le film hongrois The Son of Saul dans la catégorie meilleur film étranger et Inside Out pour meilleur film d'animation. Et pour la seconde année consécutive, 20 acteurs blancs ont remporté les récompenses. L'Académie a été critiquée pour ne pas avoir nominé de films tels que Straight Outta Compton, Creed ou Concussion pour ces catégories les plus prestigieuses. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.